Bonjour, madame, messieurs, bienvenue à notre émission de Valier Rencontre. Aujourd'hui, je reçois un ami de la Suisse, Pierrot Métrier. Il va venir nous parler du système politique de la Suisse, la démocratie directe. D'autres sujets seront abordés avec ce thème, communautarisme, multiculturalisme, pluriculturalisme et d'autres sujets qui vont mettre en valeur la démocratie directe. Le tout sera filmé par la talentueuse Ézéchiel Blais. Pour commencer, mon ami Stéphane va nous parler du fossé entre les médias suisses et la démocratie directe. Je présente Stéphane. Stéphane, tu vas nous expliquer ça. Et par la suite, on va recevoir mon ami Pierrot et on va commencer l'entrevue. Oui, salut Valier. Bonjour salut. Pierrot, ça va bien? Je suis content de vous avoir avec nous. En fait, première étape, ce que je vais faire, c'est simplement introduire un peu la Suisse là, pour nos amis auditeurs québécois. Alors, la Suisse, 8,5 millions d'habitants. La Suisse qui est un État depuis 1291, qui est réputé pour une de ses caractéristiques, c'est la démocratie directe. Je voulais juste sortir certaines statistiques, Pierrot, puisque en toute humilité, tu ne voudras probablement pas nous dire les forces de ton pays, mais je vais le faire pour toi. Dans le fond, il y a une étude qui a été faite par Journalistes sans frontières qui classe la Suisse parmi les 10 pays les moins corrompus au monde et également parmi les 10 premiers au niveau de la liberté d'expression. Il y a également une étude économique qui a été faite par la firme internationale Mercer qui vous met deuxième au niveau du niveau de vie sur la planète, premier au niveau de la compétitivité économique et touristique, et vous abritez, selon l'étude Mercer, 2 villes qui ont, en termes de qualité de vie, les qualités de vie les plus agréables de la planète. Ici, on parle de Zurich et Genève, donc c'est quand même pas rien. J'ai hâte de voir où est-ce qu'on va s'enligner au niveau de cette entrevue-là. Moi, je suis passionné de démocratie directe et on a la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui a été député en Suisse. Donc, quoi de mieux que de parler à un ancien député suisse qui s'est amouraché, je crois, d'une Québécoise. C'est une des raisons pour laquelle il est ici. Alors, je cède la parole à Valier. Et puis, Valier, tu as des questions à poser. J'ai hâte de les entendre. Avant d'y aller avec la démocratie directe, on va faire connaître un peu M. Pierrot, environ 10-15 minutes. Par la suite, on va avoir 45 minutes pour parler de la démocratie directe. Et tu vas nous expliquer tout ça. Puis, parce qu'il faut te connaître un petit peu. Tu étais un Suisse. D'où tu es venu au monde en Suisse? Moi, je suis venu au monde au sud de la Suisse, dans les Alpes, un village qui s'appelle Savièse, à côté de la ville un peu plus grande qui est peut-être plus connue, c'est Sion, qui a été une fois candidate avec ou contre Québec, mais on a perdu contre Salt Lake City pour les Jeux Olympiques de 2002. Voilà, je suis né dans les montagnes suisses. OK. Puis c'est français dans ton canton? Oui, mon canton est bilingue. Il y a une partie allemande, une partie française, mais moi, je suis né dans la partie française. Parce que les langues parlées, pour nos auditeurs, 63,5 l'allemand, 22,5 le français, l'italien 8,1 et le romanche 0,5. C'est quoi, ça, le romanche? Ouais, le romanche, au fait, je pense qu'il y a personne qui parle que cette langue. C'est une langue dans les Alpes, près de l'Autriche. Elle a été mise langue nationale pour la sauver. Au fait, c'est un genre de dialecte, un mélange d'allemand et d'italien. Ah, et petite partie, c'est une vallée dans le canton qui s'appelle les Grisons. Et on a mis ça comme langue nationale pour la sauvegarder. Mais les gens la parlent encore? Oui, il y a des gens qui la parlent encore tous les jours. Pas des vieillards seulement? Il y a des gens? Non, oui. Parce qu'on l'a recommencé grâce au statut de langue nationale. On recommence à l'apprendre dans les écoles et tout. Okay. Mais les gens parlent en général l'allemand et le romanche. OK. Parle-moi un peu de ton père. Mon père a été un modèle pour moi. Mon père était agent d'assurance. Il s'appelait Jean-Pierre. Il était né dans une autre vallée évolaine qui est un lieu touristique important dans ma région. Et ça a été un modèle pour moi. C'était une personne qui aimait beaucoup les gens. Okay. Et malheureusement décédé un peu trop tôt. Oui, décédé trop tôt. Parle-moi un peu de ta mère. Ma mère, Antoinette, elle vient du village où je suis né, Savièse, c'est dans les vignes. C'est vraiment... Elle a été mère au foyer, comme beaucoup chez nous, mais elle a beaucoup travaillé la vigne, parce que je suis né et j'ai grandi à travers les ceps de vigne. On est vraiment au cœur de la vigne. Super intéressant. T'as-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur. Est-ce qu'il reste encore en Suisse? Oui, il reste les deux en Suisse, oui. OK. Ils n'avaient pas envie de venir au Québec, non? Bon, ils viennent de temps en temps en vacances. En vacances, oui. L'été ou l'hiver? Oui, ils sont venus l'été pour l'instant. Juste pour nos auditeurs, quelle sorte de commentaires qui passent sur le Québec? Qu'est-ce qui les frappe?
Le Québec, c'est beau. Oui. D'abord, la première chose, c'est beau et les gens sont gentils. C'est les deux premières choses qu'on entend. Oui. Et ça leur fait du bien je vois les gens qui viennent de ma région, il y en a beaucoup ces temps-ci qui arrivent parce que les vacances scolaires étaient il n'y a pas très longtemps, puis je fais aussi guide touristique de temps en temps, surtout pour mes amis suisses. Ils trouvent que ça fait du bien aussi de parler français. En voyage, c'est pas tellement d'endroits dans le monde où on peut le faire. Ben oui, c'est francophone quand même à 90%. Si on exclut l'île de Montréal, fait que c'est quand même encore très, très francophone. Raconte-moi un peu ta jeunesse. Quelle sorte de jeunesse t'as eu? J'ai eu une jeunesse... je sais pas si on peut la comparer ici. Moi, j'ai eu une jeunesse heureuse. J'ai grandi dans les vignes, comme je vous ai dit. J'ai fait mon école, mes 400 coups avec mes copains. On est très par village dans ma région. Chaque village a son identité très très forte. Nos plus grands rivaux sont le village d'à côté, donc on a bien eu le luxe. Ça fait penser un peu ici dans les années 50. On avait village contre village. Là, c'est un peu ça. Et puis, ce qui est très présent aussi dans notre vie, pour nous, c'est quelque chose où... moi, j'ai vécu football, mais pas le football que vous avez ici, c'est le soccer. Ça occupe tout le temps. Et j'en ai fait pas mal. Et puis, la politique était très présente aussi en tant que jeune. Puis ensuite, j'ai fait, moi, ce qu'on appelle l'école normale. Je crois aussi, ça s'est arrêté dans les années 50-60 ici, pour devenir... mon premier métier, c'était instituteur. C'est-à-dire maître à l'école primaire. Chez nous, ça s'appelait encore comme ça. Donc, j'avais fait l'école normale pendant 5 ans. Et à 20 ans, j'étais devant mes élèves. J'ai eu des classes primaires. Depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 40, j'ai été pendant 20 ans enseignant à l'école primaire. Est-ce que jeune, tu étais friand de politique ou c'est venu plus tard? Oui, assez vite pris la piqûre parce que, je veux dire, chez nous, à peu près tout est politique. Moi, j'ai aussi fait de la fanfare. J'étais pas bon musicien parce que j'ai joué 25 ans de grosse caisse, mais parce qu'il y avait 2 fanfares, un par parti politique dans chaque village. Donc on était très vite politisés. J'ai joué à la pétanque. Il y a 2 clubs de pétanque dans mon village, un par parti politique au départ. Donc on était très vite au courant. Et mon père a été un petit peu ce que vous appelez ici un organisateur. Il n'a jamais été élu, mais donc les débats politiques étaient très présents à la maison. Puis on verra en parlant en Suisse, on est obligé de s'intéresser à la politique. Oui, c'est ça. Comme ça, ton père, c'est un organisateur politique. Comme ça, ta famille était un peu dans la politique. Oui, un tout petit peu. Pour l'anecdote, mon père était organisateur dans son village natal. Puis il me disait souvent que s'il était venu vivre chez ma mère, sa femme, c'est parce qu'il avait dû fuir son pays. Mais j'aurais plein d'anecdotes, mais je pense ça va être trop long pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est très politisé. C'est ça. Parle-moi un peu de ton premier métier. Après ça, c'est dans l'adolescence. Tu commences à travailler. Oui, moi, à 20 ans, j'étais instituteur, donc maître d'école. J'ai commencé tout de suite à travailler dans mon village, parce que chez nous, les commissions scolaires sont communales, c'est la municipalité ici. Donc, chaque municipalité gère. J'étais engagé par ma commune comme enseignant dans mon village avec tous mes anciens profs comme collègues. J'ai fait ça pendant 20 ans. Mes copains étaient les parents d'élèves. Enfin, c'est quelque chose qui petit, fermé, ça fonctionne beaucoup comme ça. Moi, j'étais un passionné fou. Faut dire aussi que j'ai eu une première vie là-bas. Moi, à 20 ans, j'ai eu ma fille. J'ai eu 2 enfants en Suisse très jeunes. Et puis, ça s'est organisé là autour. Voilà, mes 20 ans là sont passés. L'école, c'est tout s'organisé là autour. J'étais vraiment un passionné. Et c'est en quelle année vous êtes arrivé au Québec? Moi, je suis arrivé au Québec en 2012. En janvier 2012, j'avais quitté l'enseignement en 2006 en Suisse, juste après avoir connu une enseignante québécoise qui est une de mes collègues était venue ici en échange scolaire, et puis finalement ce qui a fait que voilà, je me suis retrouvé quelques années plus tard ici. Entre deux, j'avais fait l'école de journalisme. Je suis devenu journaliste, puis au fait, j'étais devenu un politicien professionnel pendant 6 ans, de 2006 à la fin 2011, puisque je m'occupais d'un hebdomadaire politique, un journal politique, qui a d'ailleurs fêté son 150e anniversaire, alors que j'étais rédacteur en chef. Puis l'autre moitié du temps, j'étais secrétaire du parti politique de ma province, de mon canton. Ben oui. Hey, c'est super intéressant. Là, on va passer aux petites questions un peu sur la Suisse. Par la suite, on va rentrer dans la démocratie directe. Quelques questions un peu pour expliquer à nos auditeurs. La Suisse, c'est une confédération. Pouvez-vous l'expliquer? Oui. La Suisse, je dis souvent ici à mes amis canadiens ou québécois, c'est une vraie confédération. C'est né des cantons. C'est 26 cantons qui sont mis ensemble avec le temps. En 1291,
Le 1er août, on a bientôt notre fête nationale, puisque c'est dans quelques semaines, puisque c'est le 1er août. 3 premiers cantons se mettent ensemble. Et puis ensuite, à travers le temps, on en monte à 26 aujourd'hui. Le dernier est né en 79. C'est le canton du Jura qui a offert une horloge. Parce qu'il était en lien avec les Québécois, les séparatistes, puisqu'ils voulaient aussi quitter le giron d'un canton qui parlait allemand pour devenir... Puis, par le vote populaire, ils ont pu se faire. Mais donc ça s'est construit pendant 700 ans autour des cantons qui ont vraiment, c'est vraiment eux qui ont le pouvoir plus que le pouvoir fédéral pendant très longtemps. Aujourd'hui, avec la mondialisation puis la complexité des choses, fait que les pouvoirs remontent petit à petit. Vous nous expliquez, parce que dans la terminologie, on a les communes, on a les cantons, on a la confédération. Juste préciser certaines définitions. Ouais. Alors la commune, c'est la base, c'est l'équivalent de la municipalité au Québec. Ah, ok. Donc, on a des communes qui ont beaucoup de pouvoir aussi. Ensuite, on a le canton qui est l'échelon supérieur, et puis la confédération en haut. On a 3 niveaux, et dans ces 3 niveaux, il y a chaque fois des pouvoirs qui sont répartis à travers eux. Pour donner un exemple, donc la Suisse, c'est l'équivalent du Québec, c'est 8 millions d'habitants, mais c'est 40 fois plus petit. Oui. Je disais, on pourrait faire une image, c'est comme si au Québec, on mettait l'ensemble de la population américaine. Puisque c'est 40 fois plus grand en termes de population. Et c'est découpé en 26 cantons qui sont historiquement, ils sont formés historiquement, puis ils sont très disparates les uns des autres. Le plus grand a 2,5 millions d'habitants, Zurich, et le plus petit, Appenzell, a 15 000. 15 000, ouais, très intéressant. Et ces cantons ont chacun 2 élus à l'équivalent du Sénat ici. Ah, ok. Et une chambre qui est obligée de valider les lois comme l'autre. Donc, est-ce qu'il y a comme cantons, 2 chambres? Oui. Un Sénat et une chambre? Un Sénat, on a ce qu'on appelle le Conseil des États, qui est l'équivalent du Sénat, où il y a 2 représentants. Donc c'est là que ça se passe. Un peu comme aux États-Unis. Voilà. Et puis le Conseil national, qui est un peu la chambre des communes. Oui. Et il faut que les 2 chambres votent les lois, ce qui fait que les petits cantons ont quand même un pouvoir assez important. OK. Ça veut dire que votre système politique est un peu comme le système américain. Il faut expliquer un peu à nos auditeurs. C'est que, par exemple, New York puis Los Angeles a quand même 80 millions d'électeurs. Mais par exemple, un petit État comme l'Arkansas, à cause de la proportion qu'on fait pour les votes, permet d'avoir autant de voix, parce que sinon, les États-Unis seraient gérés. Ben, c'est ça. Sinon, les États-Unis seraient gérés par 2 États. Oui. Fait que vous, c'est un peu ça. Même si c'est un grand canton, le petit canton a autant de pouvoir. Oui, il a autant de pouvoir dans une des chambres. L'autre des chambres, elle est ici, on est au niveau confédéral, bien sûr. Oui, on est au niveau confédéral. Parce que chaque canton s'appelle, au fait, République et canton. Chaque canton a sa constitution, a son champ de compétences, et il y a beaucoup de choses qui dépendent du canton. Est-ce qu'il y a une constitution confédérale? Ou oui. Okay. Il y a une depuis 1848, on a la première constitution. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe en 1848? Parce que c'est une date qui est souvent marquée dans le calendrier historique. Il y a beaucoup de charnières. C'est l'époque de ce qu'on a appelé les révolutions libérales. Oui. Il y a eu ça en France, il y a un peu après en Allemagne, en Italie. En Suisse, au fait, on a eu une guerre civile en 1847. Entre les catholiques et les protestants. Au fait, une guerre civile qui a duré 3 semaines, puis je pense qu'elle a fait une trentaine de morts. Tout est à l'échelle suisse. Mais les protestants ont gagné, et là, ils ont imposé une constitution, mais une constitution qui a respecté beaucoup les minorités, qui est vraiment l'émanation de ce qui a fait une paix depuis lors jusqu'à aujourd'hui. C'est le système de 3 semaines, là, on se donne... c'est bon. Mais le système est vraiment né en 1848, le système actuel. Et justement, c'est ma prochaine question, ça donne bien. Il y a 3 grandes religions, le catholicisme 39%, protestantisme 32% et l'islam 4,5%. Ça veut dire que l'islam, vous n'avez pas vraiment beaucoup au niveau de votre pays? Non, l'islam existe de par l'immigration. C'est pas une religion qui a existé. La Suisse a d'abord une tradition catholique, puisque jusqu'en 1517, puisqu'on fêtait le 500e anniversaire de la Réforme, ça a été que catholique. Ensuite, la Réforme, elle est née très proche de la Suisse, sud de l'Allemagne, et puis Zurich avec un réformateur. Et donc là, catholiques et protestants soient à peu près équivalents en Suisse depuis les années 1500. L'islam est venu surtout par l'immigration, et la majorité de cet islam, c'est un islam qui vient des Balkans. Surtout des années 90 avec la guerre des Balkans et des pays d'ex-Yougoslavie, comme on les appelle, et qui est un islam qui a été pendant très très longtemps presque laïque. Presque laïque. C'est un islam européen. Oui, et même ces gens-là sont un tout petit peu devenus plus revendicatifs avec tous les événements qui sont passés depuis les débuts des années 2000.
Quand même, il me reste une ou deux questions. Par la suite, on va sauter dans le sujet principal, la démocratie directe. 4e PIB nominal au monde, c'est quand même excellent, un bon niveau de vie quand même. Oui, aujourd'hui, la Suisse a la réputation d'être un pays riche, un pays cher aussi, mais c'est sûr que ça s'est énormément développé depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a un peu été épargné par la guerre, on a permis de reconstruire, et c'est vrai que il y a aussi eu ce qui est assez phénoménal, c'est ce qu'on a appelé la paix du travail qui a fait la prospérité suisse, c'est-à-dire que ça peut faire rêver à pas mal d'endroits. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au début des années 2000, il n'y a pas eu un jour de grève en Suisse. Parce qu'il y avait des accords de ce qu'on appelait de branches et les gens se sont mis d'accord, ils se sont mis au travail. C'est vrai que on a la réputation d'être un peuple aussi de travailleurs. On n'est pas dans le cas des 35 heures en France, c'est plutôt 45 heures minimum Oui, c'est ça, exactement. Et ma dernière question, pouvez-vous nous parler un peu du système de santé, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est l'État qui le gère? Est-ce que c'est le confédéral, les cantons? Alors, le système de santé, en général, la responsabilité appartient au canton. Donc, les hôpitaux sont cantonaux, sont provinciaux. On a, depuis pas très longtemps, depuis les années 80, je pense que c'est 84 de tête, une assurance maladie obligatoire pour tous les Suisses, mais c'est des assureurs privés. Donc, chaque Suisse doit avoir son assurance maladie. C'est obligatoire, mais on a différents assureurs privés. Et ça, c'est quelque chose... Un peu comme les États-Unis étaient avant l'Obamacare. Ouais, peut-être, je connais mal le système, mais ce qui fait qu'on a un système de santé qui fonctionne très bien, vraiment bien, mais par contre, il est très cher. Si je vous donne un exemple... Nous autres, il est très cher et il ne fonctionne pas bien. Ouais, mais je suis pas sûr. Après, cher, tout est relatif. Moi, je payais lorsque j'avais une famille, donc je parle ça des années 90, 700 francs suisses qui représentent à peu près aujourd'hui $1000 par mois comme assurance maladie pour ma famille. Oui. Oui, mais quelqu'un ici qui gagne 40 000 ou 50 000, il paye quand même 25 % ou quasiment 30 % de ses impôts juste pour ça. Fait que ça revient quasiment à une dizaine de mille par année environ. Quelqu'un qui n'aurait pas... ou ça donne à l'occasion que certaines personnes ne peuvent pas avoir une assurance pour des fins monétaires. Est-ce que... Non, c'est obligatoire. Oui, ils sont subventionnés. Ça veut dire que tout le monde paye la même prime. Oui. De base, elle n'est pas du tout liée au salaire. OK. C'est une prime nominale. Un bon salarié. Il va recevoir des aides de l'État. OK. Alors, ces aides vont dépendre selon dans quel canton. C'est les cantons qui font ça. Donc, il n'y a personne qui est laissé pour compte. Non, puisque au pire, c'est sa municipalité, parce que la première responsabilité, c'est la commune qui est responsable du service social, qu'on pourrait dire, d'assurer à ces gens le minimum vital. Donc ici, on a des gens qui sont les moins bien nantis, qui bénéficient d'une aide sociale. En Suisse, malgré le fait que ce soit, ça me semble être un système relativement privé, du fait que c'est des assurances privées, vous allez quand même protéger les moins bien nantis. Il y a une forme de filet de sécurité sociale. Il y a un filet, après, comme... Assuré par la commune. C'est ça? À la base, oui. Il y a des aides cantonales. Ça se mixe un peu. Oui, mais celui qui a la responsabilité de couvrir, c'est le niveau communal. Mais le canton, voire même la confédération, va donner des aides à l'étage en dessous. Ça redescend un petit peu. Intéressant, ça met les choses en perspective. Ben oui, c'est très important. Oui, parce que peut-être que là, on pourrait parler de l'aspect fiscal. Oui. Parce que avant d'entrer dans l'aspect politique, parce que c'est exactement ça. Donc, on a 3 niveaux en Suisse. Oui. Et chaque Suisse fait une déclaration d'impôt qui est cantonale. La déclaration de base est cantonale, mais cette déclaration sur le revenu et le patrimoine, il y a une taxation cantonale. Les communes vont prendre une taxation équivalente. Ils ont le droit, je prends par exemple mon canton, pour un exemple, entre 0,8, un coefficient 0,8 à 1,2. Chaque commune peut choisir qu'elle prend. Ça veut dire que le citoyen ne refait pas. Il n'y a pas de taxe foncière comme ici. La commune prend un impôt sur le revenu, sur le patrimoine. Le canton aussi. Originellement, la Confédération ne prend pas d'impôt direct. Non. Prend que l'équivalent de la TVQ ou la TPS. Chez nous, ça s'appelle la TVA. Ouais. Sauf que depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a mis un impôt de guerre. Oui, temporaire qu'on a renouvelé tous les 5 ans jusqu'il y a 2 ou 3 ans. Ça semble un petit peu partout. Mais il y a 2 ou 3 ans, on a décidé qu'il était définitif. Donc c'est assez. L'impôt fédéral direct, mais par contre, c'est un impôt hyper progressif. Jusqu'au salaire moyen, on ne paye presque rien. Par contre, après, ça va très vite
Très cher. Le moyen supérieur, puis les hauts salaires payent beaucoup. OK. Voilà. Ah, OK. Intéressant. Là, on va se servir un peu de votre côté, professeur, Monsieur Pierrot. On va commencer à parler de notre sujet, la démocratie directe. Vous allez expliquer à nos auditeurs un peu comment ça fonctionne, la démocratie directe. Alors, j'aimerais juste, selon ma perception, intervenir sur des mots-clés. Quand je pense à démocratie directe, moi, je pense à responsabilité individuelle. Certaines élites politiques ici au Québec et au Canada vont nous laisser croire que plus on va donner de pouvoir au peuple, plus il y a un risque de chaos. Je vais vous donner un exemple très, très concret d'une entrevue radiophonique que j'ai entendue récemment avec Mme Catherine Lachaussée. Et un journaliste du journal Le Soleil que je ne veux pas nommer, je sais que vous avez quelques interventions des fois là-bas, et c'était par rapport au maire Labaume qui voulait abolir les référendums municipaux. Sous prétexte que c'était antidémocratique parce que lui avait été élu et que c'était à lui de décider et non pas à certains citoyens. Donc, ici, la démocratie directe, c'est un symbole de chaos. Et moi, je crois que plutôt et vous me corrigerez si je me trompe, que ça forge à sa base la responsabilité individuelle. Je me tais, je vous laisse parler. Oui, parce qu'en fait, peut-être situer bien ce que c'est... de quoi on parle quand on parle de démocratie directe en Suisse. Au fait, on parle de deux pouvoirs qu'on a donnés au peuple depuis 1848, mais qui découlent de l'histoire. Deux outils qu'il a, qui sont le référendum d'une part et l'initiative d'autre part. Le droit de référendum et le droit d'initiative, que je vais tenter d'expliquer très rapidement et le plus simplement possible. Alors le droit de référendum, moi je fais souvent référence, depuis que je suis au Québec ici, au fait c'est un peu le rôle du gouverneur général ici qui signe les lois. Et en Suisse c'est le peuple qui a ce droit-là. On va parler du niveau fédéral, ça va être plus facile à comprendre, mais ça marche à tous les niveaux pareil. Lorsque le Parlement, les deux chambres se sont mises d'accord puis qu'on vote une loi, n'importe quelle loi est votée, il y a un délai référendaire, on appelle ça délai référendaire de 100 jours. Okay. C'est-à-dire pendant 100 jours, cette loi n'entre pas en vigueur, mais la population, les citoyens ont le droit de dire non à cette loi. Et pour le dire non, ils doivent déposer 50 000 signatures. Donc on est comme au Québec, 8 millions d'habitants, 50 000 signatures, souvent c'est les partis politiques qui s'occupent de ça. Oui. Et si dans ce délai de 100 jours, on n'a pas déposé 50 000 signatures, la loi entre en vigueur. C'est comme si le gouverneur avait signé la loi. S'il y a un dépôt de signature, elle est soumise au référendum populaire, donc elle va être mise en votation. Au niveau fédéral, on a 4 fois par année des votations. Les dates sont organisées. On va sur le site internet pour les 20 prochaines années. C'est déjà noté les dates, 4 dimanches par année. Ça, c'est le premier droit de référendum. Puis on a un deuxième droit qui est le droit d'initiative. Alors au niveau fédéral, il faut imaginer que la Constitution suisse est toujours ouverte. Pour faire un parallèle à ici. Simplement une parenthèse. Ici, pour modifier une virgule dans la Constitution, ça prend le consentement de 10 parlements provinciaux et du Parlement fédéral. Alors, voilà, c'est pour ça que je vous dis, la vôtre est fermée, puis elle est pratiquement... Elle est sous-scellée. Il y a 10 clés pour ouvrir, il faut les mettre les 10 ensemble, ça marche pratiquement jamais. C'est un système que devraient prendre les banques suisses pour leur coffre-fort. Mais bon. Donc, la Constitution est toujours ouverte. Et 100 000 citoyens peuvent déposer une modification de la Constitution. C'est ce qu'on appelle le droit d'initiative. Un des plus connus, par exemple, ça a été, je pense que c'était en 2006, si ma mémoire est bonne, on a 100 000 citoyens ont déposé une initiative qui demandait d'interdire la construction des minarets en Suisse. C'est une votation qui avait fait un peu le tour du monde à l'époque, parce que la Suisse a dit oui. Donc aujourd'hui, dans la Constitution suisse... on est dans les églises. Oui, on est dans les églises musulmanes. Oui, en fait, c'est le clocher de la mosquée. Oui, c'est ça. Pour être simple, c'est un peu plus compliqué, mais soyons simples. Et le peuple suisse, a un peu plus de 50%, a dit non, a dit oui. C'est interdit. Donc aujourd'hui, dans la Constitution suisse, il y a un article qui dit qu'on ne peut pas construire de minaret en Suisse. Ça va jusque dans des délais comme ça. Pour l'anecdote, pendant très longtemps, on n'a pas eu le droit de produire de l'absinthe en Suisse, de 1905, je pense qu'à 99. L'absinthe, qui est une boisson. Une boisson, parce qu'elle causait trop de ravages d'alcoolisme. Ouais. Donc on avait mis ça dans la Constitution. Donc la Constitution, ça devient... un livre où on met plein de choses. Mais pour expliquer à nos auditeurs, c'est très simple. C'est qu'un exemple, par exemple, ici, le premier ministre fait une loi. Là, on sait présentement, on a le droit de rentrer 50 000 immigrants par année. Il passe une loi, s'il passe à 70 000. Si on serait dans une démocratie directe, quelqu'un fait signer 50 000 personnes, on va en référendum, puis cette loi-là vient caduque.
Fait que dans le fond, c'est à place d'avoir une personne qui décide une fois qu'il est élu, il peut faire les lois qu'il veut. La démocratie directe, c'est vraiment le peuple qui décide. Donc c'est quand même simple de la manière que vous l'avez expliqué. Puis ça protège, je pense, la grande majorité, tu sais. Parce que sinon, on se fait gouverner puis on se fait imposer des choses. Voilà, mais ça influence aussi beaucoup parce que on pourrait imaginer que tout est mis en référendum. Non, parce que les élus, j'en ai été, on est très attentif à ça. Quand on prépare une loi, on se dit qu'est-ce qui est socialement acceptable. Oui, exact. Et puis on va le faire en fonction. On sait qu'on peut pas aller dans les extrêmes. Vous savez que le jour où vous débordez un peu, il y a une pétition qui signe. Mais voilà. Donc il y a un chien de garde qui est le peuple. Voilà. Mais par contre, le peuple, il peut pas non plus faire n'importe quoi. Je vous ai parlé du droit d'initiative. Je pense que dans l'histoire, j'ai plus les chiffres exacts, mais plus du 90% des initiatives ont été refusées. Okay. C'est très rare qu'on les accepte. Comment on refuse une initiative? Ben, ça veut dire qu'on dit non au référendum. Ça veut dire que lorsque le peuple vote sur une modification de la Constitution, je comprends. La plupart sont refusés. Le résultat d'une initiative par le peuple, par référendum, est non. Non. L'histoire des minarets, c'est une exception. Oui, OK. Ça veut dire qu'ils s'autorégulent. Parfait. Je voulais juste parler de la ligne de parti, parce que comme Suisse, vous avez été dans des partis politiques et vous nous disiez tantôt que pour vous, la ligne de parti, vous ne saviez pas c'était quoi. Vous êtes arrivé au Québec et vous avez vu que tous ceux qui sont dans un parti disent toute la même chose que le chef. Là. Et ça, vous n'êtes pas habitué à ça. Oui, alors nous, déjà, le terme, ça n'existait pas et on avait, enfin moi en tant que député, j'ai toujours eu la liberté de vote. Bien sûr qu'on a des débats à l'interne puis qu'on va on va décider, puis pour plein d'objets on se met d'accord. Très souvent, si vous regardez le Parlement, les groupes votent de la même manière, mais il n'y a pas, il peut y en avoir un ou deux qui votent autrement, puis ça n'a jamais posé de problème. Moi j'ai été très surpris en voyant ici. Mais après, ça pose problème. Oui, mais après, quand on comprend comment marche le système, il peut comprendre. Lorsque vous avez la majorité des députés, disons comme à l'Assemblée nationale, vous avez 125 députés. Si vous avez 70 députés du Parti libéral, ils vont tous se lever et voter comme le chef et comme on va leur dire de voter. Là. Oui. C'est comme ça. Je pense que la grande différence, c'est aussi que ici, c'est un système majoritaire, comme dans beaucoup de pays, alors qu'en Suisse, on a un système de proportionnel intégral, qui est aussi souvent décrié comme un chaos, où c'est ingouvernable, mais il y a des moyens de rendre ça, je ne sais pas si on... C'est pas ingouvernable, mais c'est parce que c'est pas manipulable. On peut pas prendre une petite partie qui contrôle une grande. Fait que chaque citoyen a un pouvoir, c'est pour ça. On dit que c'est le chaos, mais comme il disait Stéphane, c'est pas vraiment le chaos, c'est que tout le monde a sa part, tout le monde peut parler. Oui, mais là à l'intérieur, il faut organiser tout ça, parce que il faut pas imaginer non plus que le citoyen c'est lui qui va décider tout. Non, il élit des représentants. Ces représentants ont un certain pouvoir, sauf que dans le système, il est fait en sorte que il n'y a pas une majorité puis une opposition. C'est des termes qu'on ne connaît pas en Suisse. Parce qu'on a un système qui est basé sur... Le mot clé, c'est le consensus. Voilà. On est obligé de se mettre d'accord pour avancer. Donc, ça a pas mal d'avantages, mais ça a un gros défaut, c'est que ça prend beaucoup de temps. Ben oui. Vas-y donc, Stéphane, tu as une question? J'ai écouté un reportage, probablement que vous le connaissez, de M. Uli Windisch sur le modèle suisse. Oui. Il nous parlait justement de consensus, que la beauté de la Suisse, c'est le consensus. Un des désavantages de ce modèle-là, au niveau de la démocratie directe, on parlait que c'est long avant que ça aboutisse. Lorsque ça aboutit, c'est solide, mais c'est long. Dans des exemples de consensus où on va stimuler le débat, on va faire des analyses et tout, il y a différents éléments sur lesquels vous avez voté, et dont celui du droit du droit des femmes à voter. Je suis fasciné de voir que ça a pris quand même beaucoup de temps avant que les femmes puissent voter en Suisse. Ça a pris énormément de temps. Alors, il y a deux facteurs. Il y a le facteur démocratie directe, donc il fallait que le peuple, et à l'époque c'était le peuple des hommes. Donc c'était une démocratie directe d'hommes. Oui, puisque quand on parle de démocratie directe, c'est la définition du citoyen qui a le droit de vote. Donc pendant très longtemps ça a été les hommes. Donc celui qui était défini comme citoyen avant 1972, c'était l'homme. C'était l'homme. Okay. Il y a eu quelques cantons où c'était un petit peu plus rapide, mais on va pas rentrer. Donc c'était l'homme, et c'est lui qui a
à la majorité après je pense que c'était la 3e tentative. Ça a commencé dans les années 50, après la guerre, parce qu'il faut aussi... La Suisse n'a pas participé à la guerre, donc il n'y a pas eu... Souvent, la guerre a fait émerger pas mal le vote des femmes dans beaucoup de pays, soit la Première, soit la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'elles ont joué un rôle social important. Oui. La Suisse n'a pas eu cette démarche-là, puisqu'elle a été épargnée un peu par la guerre. Donc, c'est arrivé très tard, mais... En même temps, c'est un des seuls, à ma connaissance, le seul pays au monde où c'est par un suffrage universel, entre guillemets universel, puisque c'était que les hommes, qui ont décidé d'accorder ce droit de vote aux femmes. Ce qui fait que très rapidement, ça n'a plus posé de débat. Les femmes ont pris une place assez active. Il y a même eu, ensuite, on a un gouvernement de 7 ministres. Et il y a même eu pendant une période une majorité de femmes. Okay. 4 sur 7. Intéressant. Je suis juste fasciné par 2 choses. Votre président, comment on fait pour élire votre président et qui il est? Et ça semble pas être comme aux États-Unis où est-ce qu'il est fort, là, le président. Non, on a en tout cas pas un régime présidentiel. Alors juste, brosser au niveau fédéral, ça va être plus simple. Donc on a un législatif qui est composé de 2 chambres, on l'a dit tout à l'heure, la Chambre des cantons avec 2 représentants par canton, puis la Chambre du peuple. Ça, c'est le Sénat. Oui, le Sénat et la Chambre des communes, si on veut, on a 2. Et puis on a je pourrais appeler le Conseil des ministres chez vous. Chez nous, ça s'appelle le Conseil fédéral. Oui. En fait, c'est 7 ministres. 7 pour gouverner le Québec. Vous, c'est 7 ministres. Tout le temps 7. Toujours 7. Depuis 1848. Et ces 7 ministres sont élus par le Parlement au niveau fédéral. Et dès qu'ils travaillent ce qu'on appelle en collège. Ça veut dire que dès qu'ils sont élus au Conseil fédéral, ils sont censés, on sait qu'avec les hommes sont ce qu'ils sont, quitter et être au-dessus des partis et travailler ensemble. Oui. Ça veut dire que dès qu'ils prennent une décision, entre eux, souvent ça peut être à la majoritaire, mais elle devient la décision du Conseil fédéral et tous les membres du Conseil fédéral sont tenus de défendre l'avis. Et là, je vous arrête. Qui nomme ces ministres-là? Est-ce qu'ils font partie d'un même parti? Non, c'est le Parlement. Et donc aujourd'hui, on a 7 ministres de 4 partis différents. Les 4 plus grands partis de Suisse. Les 3 plus grands ont 2 ministres chacun. Puis le 4e, c'est ce qu'on appelle chez nous la formule magique. Grosso modo, depuis les années 50, même il y a eu un petit changement parce qu'un parti a pris plus d'importance, puis un autre a diminué, puis on a échangé avec quelques péripéties, mais je passe les détails. Et on a comme ça représenté. Donc il n'y a personne qui a la majorité absolue. Donc il faut travailler ensemble. Donc c'est cette politique du consensus et fait en sorte qu'ensuite les groupes, eh bien, ils n'ont pas de lien direct avec l'exécutif. Les groupes parlementaires, moi, ce qui m'a surpris énormément en arrivant ici, parce que je connaissais mal le système britannique, parce qu'en Suisse, on est plus influencé par l'Allemagne et puis la France, où, au fait, le gouvernement, c'est le législatif. En fait, il n'y a pas de coupure entre le législatif et l'exécutif, puisque les ministres sont députés. Oui. Ce qui était inimaginable chez nous. J'aurais d'autres petites questions pour bien faire expliquer aussi la démocratie directe. Comment les candidats sont choisis? Parce que c'est quand même important de savoir ça. Ici, on sait comment c'est choisi. Chaque parti, dans le fond, fait des assemblées, on choisit un candidat. Mais vous, comment vous êtes choisi? Alors, ça va me permettre de parler du système électoral. Oui. Donc, au niveau fédéral, les cercles électoraux, les comtés que vous avez chez vous, c'est les cantons. Chaque canton donc, va élire 2 représentants à la Chambre des cantons. Ça, je vais laisser un peu de côté parce que chaque canton a son système, mais au niveau de la Chambre des communes, qui s'appelle chez nous le Conseil national, chaque canton va avoir un nombre de députés proportionnel à sa population. Je prends par exemple Zurich, le plus grand, en a une 30aine, et puis Appenzell, le plus petit, 2. Dans mon canton, je vais prendre cet exemple, le Valais a 8 élus. 8 élus, c'est-à-dire que les citoyens de mon canton, le Valais, votent pour 8 personnes. Ils prennent un bulletin de vote où ils peuvent mettre 8 noms. Alors leur première démarche, c'est de choisir un parti. Ils vont prendre, parce que chaque parti dépose une liste de candidats, avec le nom du parti. Et ils ont un programme, ces partis-là. Voilà, ces partis-là ont un programme, et ils déposent une liste, ils peuvent mettre jusqu'à 8 noms. Ils ne sont pas obligés d'en mettre 8, mais ils peuvent aller jusqu'à 8 noms, puisqu'il y a 8 élus. Alors le citoyen va choisir un des partis, prend son bulletin, et là, il va pouvoir tracer un nom, parce qu'il y a une des personnes qui est marquée là de son parti qui ne lui plaît pas, il peut tracer. Il peut en rajouter un d'un autre parti, ou mettre que 2 noms. Il doit mettre au minimum un nom sur sa liste de partis. Puis ensuite, donc les candidats, c'est les partis qui vont décider combien, mais ils n'en mettent jamais qu'un seul.
Il y a toujours une pluralité de candidats. Alors après, il y a des organisations régionales du parti qui vont décider qui sera candidat, pour répondre à votre question. Mais ensuite, on fait une première répartition où on compte les listes de partis. Puis on va dire tel parti va droit à deux élus, celui-là 1, celui-là 4, par exemple sur les 8. Oui. Puis ensuite, le parti qui a 4, par exemple, on va regarder, il avait 7 candidats, on va prendre les 4 premiers qui sont élus. Et puis celui qui en a qu'un, on va prendre que le premier. Et puis c'est comme ça qu'on fait la représentation. Puis ce qui évite aussi, lorsque un député démissionne, ce qui arrive ici où on a souvent on parle beaucoup du coût des élections et tout ça. Chez nous, il n'y a pas, parce que lorsqu'un démissionne, c'est le premier de la liste suivante qui va être élu. Ah, parfait. Nous, on pourra faire pareil ici. Celui qui a fini, par exemple, 2e pourra prendre sa place. Donc, sauf que chez vous, c'est plus le même parti. Non, c'est ça. Tandis que chez nous, c'est sur la liste. Et si, par exemple, sur une liste de partis, il n'y a personne, il n'y a plus personne, on a un système de parrainage de liste. Les premiers qui signent la liste, c'est eux qui décident. Donc là, on nomme. Okay. Un peu comme quand, si par exemple le chef des libéraux, M. Couillard, démissionnait, c'est le Parti libéral qui va nommer son remplaçant. Ok. Voilà. Okay, je comprends. On retourne jamais en élection partielle. Une autre question aussi, on sait que c'est environ 80 à 100 000. Vous êtes payé comment? Comment ça fonctionne au niveau? Comment vous êtes payé? Vous êtes des carriéristes politiques avec des gros salaires? Alors, plus tu sièges sur des comités, plus tu fais un gros salaire? Ça peut arriver. Mais au niveau législatif, c'est pas des professionnels. Ils travaillent pas à plein temps. Okay. Que ça soit au niveau cantonal ou même fédéral. Mais votre propre cas est intéressant. Oui, je vais prendre au niveau fédéral, donc c'est 80 ou 100 000. Donc il y a un forfait qui est payé à l'année au niveau fédéral, qui comprend aussi un montant pour engager un assistant parlementaire. Oui. Puis voilà, il touche là. Après, il y a, si on fait plus de temps de commission, il y a un rajout. Par exemple, moi, au niveau cantonal, j'ai été élu pendant une douzaine d'années en Valais. Je recevais une indemnité journalière. Je recevais, c'était l'équivalent de 200 francs suisses, c'était à peu près $200 à l'époque, par demi-journée que je siégeais. Oui. Okay. Donc, ça pouvait représenter, pour moi, 6, 7, 8 000 par année, mais ça me coûtait à peu près ça de frais. Donc c'est au niveau provincial, c'est cantonal, c'est ici, vraiment on ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour la cause. Non, oui. Puis surtout que on a un gros débat au niveau des ministres, des conseillers fédéraux, des 7, parce qu'ils touchent l'équivalent de, je pense, c'est 400 000 francs suisses, à peu près 500 000 $. Mais tous les derniers élus ont baissé leur salaire pour accepter ce poste. Okay. Parce que dans l'économie privée, ils gagneraient plus. Puis nous aussi, on a le problème ici, notre système aussi, on peut dire que, tu sais, on donne des subventions, il y a toutes sortes de comités, comme disait Stéphane, au siège des comités. Est-ce que vous, les subventions, est-ce que vous en donnez? Puis sinon, comment vous faites? Il doit y avoir un système qui fait que c'est pas un parti, comme vous dites, c'est plus divisé. Comment ça fonctionne? Oui, alors c'est sûr qu'on distribue des subventions, il y a les travaux, bien sûr, la même chose, sauf que comme aucun parti n'a la majorité seul, le pouvoir est dilué. Ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile à corrompre pour acheter, mais je dis pas que ça n'existe pas, il y a des lobbies. Par exemple, on parlait des caisses maladies, on connaît le lobby des caisses maladies qui sont très présentes, il y a pas mal d'élus fédéraux qui siègent à des conseils d'administration. Ça existe, ce pouvoir d'influence, bien sûr, mais un parti peut rien faire tout seul. Donc un politicien non plus. Et puis on a un système, là on parlait de tournus à la présidence de la Confédération, ça veut dire que les 7 ministres sont à tour de rôle président pendant une année. Donc, ils sont porte-parole du Conseil des ministres. Voilà, en fait, ils organisent l'agenda et ils ont un peu de pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir d'organiser l'agenda, ils dirigent les débats, puis ils représentent la Suisse à l'étranger. En même temps, ils gèrent leur ministère pendant ce temps-là. Oui. Mais c'est juste une année, puis l'année suivante, c'est un autre. Donc, c'est juste une année, hein? Oui, donc on n'a pas l'équivalent de vos chefs, ça n'existe pas chez nous. OK, donc c'est les 7 ministres qui vont se nommer entre eux, c'est ça? Oui, il y a une règle tacite qui fait que c'est un droit d'ancienneté. OK. Donc, s'ils font une dizaine d'années, ils ont une chance d'être 2 fois. OK. Ah, intéressant. Une question, on s'en demande aussi. On sait qu'ici, on a quand même les grands fonctionnaires souvent qui dirigent, pour dire, contrôlent les partis, même les chefs. Est-ce que les fonctionnaires dans la démocratie directe que vous vivez en Suisse, est-ce qu'on a beaucoup de pouvoir ou c'est vraiment l'élu qui a du pouvoir? Oui, le fonctionnaire a quand même du pouvoir.
Okay. Et chez nous, moi je prends mon expérience, oui, lorsqu'on avait une loi à débattre, c'est les fonctionnaires qui viennent nous présenter les enjeux, eux connaissent parce qu'eux sont là tout le temps. Ils travaillent. Alors oui, sauf que la fonction publique, ensuite, j'ai pas les chiffres, mais elle est plus maigre qu'ici. Oui. On a moins de fonctionnaires. Oui. Et le Suisse typique, vous nous disiez, qui est plus à droite qu'ici. Si on prend l'axe ici, oui, le Suisse. Ici, c'est centre-gauche, ici, oui, on dirait. Chez nous, il est bien centre-droit. Un centre-droit. Oui. Un véritable centre-droit dans lequel on veut minimiser la taille de l'État. Voilà. C'est à peu près un consensus. Et maximiser la responsabilité citoyenne. Voilà, la responsabilité individuelle, c'est quelque chose d'important. Oui. Et une majorité de partis font. Il y a un parti socialiste qui fait à peu près 20% de la population, qui a une autre vision de la société. Ça existe aussi, mais elle est plutôt vers la responsabilité individuelle. J'ai été fasciné lors d'une rencontre qu'on a eue avec Maître Bertrand et quelques personnes du système. Vous êtes vous-même un enseignant. Du système à l'école, on enseigne aux jeunes la responsabilité individuelle et le fonctionnement de l'implication citoyenne en démocratie directe. C'est fait, ça, à l'école, hein, je crois. Oui, le système politique est expliqué, le système proportionnel. Moi, j'ai eu fait avec mes élèves le calcul, parce que c'est un petit peu complexe pour trouver mais en même temps, en 5e, 6e primaire, on le fait en 1 heure, 1 heure et demie. Et ça se passe bien? Ça se passe bien, on le fait avec un crayon, la division par fraction. C'est pas trop compliqué et c'est pas une justification de dire on abandonne le système, il est trop compliqué. Non. Et puis on apprend à vivre très jeune avec ce choix démocratique et le débat, parce que le fait aussi, ce qui est important de comprendre, c'est qu'avec ce système référendaire et d'initiative, où 4 fois par année les Suisses sont appelés à voter, on reçoit chaque fois un cahier qui nous explique les enjeux. Donc le gouvernement fait un petit livret qui explique. Donc on est tout le temps, les médias parlent très souvent, vous imaginez, 4 fois par année, on parle 1 ou 2 mois avant, donc on est déjà 8 mois sur 12, où on a des débats politiques dans les médias, à la télévision, dans les radios, pour expliquer les enjeux. Ça passe de tous les sujets. Est-ce que ces débats-là sont sur la télé et la radio qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire grande écoute? Oui. Ici, vous savez qu'il n'y a aucun débat à part l'unicité des idées à grande écoute, là. Donc, avez-vous vu des débats réels ici au Québec? Un débat, là. Blanc-noir. On prend le temps de regarder les deux côtés de la médaille et on débat, sincèrement. Pas vraiment. Par rapport à la Suisse, disons. Non, qui ressemble. Moi, ce que j'ai vu, c'est pendant les périodes électorales, mais au fait, c'est pas des débats c'est une joute électorale, c'est pas la même chose que un débat. C'est pas des débats citoyens, je parle. Non, parce que nous, c'est forcé. Parce que quand on doit voter sur un sujet très précis, mais je pourrais prendre. J'avais l'exemple d'un cahier, c'était en 2014, par exemple. On avait une initiative populaire pour la protection des salaires équitables. Voilà, quelqu'un voulait mettre ça. Elle était surnommée la 1,24 pour pas que les patrons gagnent plus que 24 fois le plus petit salaire de son entreprise. Donc, juste sur un sujet comme ça, on a des débats télévisés. On peut avoir 1 heure, 1 heure et demie de débat avec les gens qui vont parler que de ça. Un foisonnement d'idées. Voilà. Cette initiative a été refusée, mais en même temps, on votait en même temps sur la loi fédérale sur le fonds d'acquisition d'un nouvel avion de combat. Puis on avait un autre débat là-dessus. Puis c'est en même temps. Puis ça, je peux multiplier les exemples parce qu'on en a une dizaine par année comme ça. Donc, quand on a des thèmes comme ça, on est obligé d'avoir des débats contradictoires. Question pour vous. Ah, vas-y. Oui, vas-y. Veux-tu y aller ou je vais y aller? Je vais juste y aller. Pour moi, c'est hyper important. Dans les définitions de la Suisse de M. Uli Windisch, il parlait du pluriculturalisme, donc plurilingue, pluriculture, et il disait que cette caractéristique-là fait en sorte qu'il y a un lien de communication obligatoire continu pour échanger, pour se comprendre, qui donne naissance au compromis et au consensus. Je vous laisse aller un petit peu là-dessus. J'ai trouvé ça fascinant. Oui, alors moi, il y a une chose que... on pourrait prendre l'exemple des langues, parce que c'est un bel exemple qui... ici au Québec, on est confronté, au Canada aussi. Je prends l'exemple des langues. Et moi, lorsque j'allais à des séances au niveau fédéral, la règle veut que chacun parle dans sa langue.
C'est-à-dire les parties suisses italiennes parlaient en italien, les Allemands parlaient en allemand, les francophones en français. Chacun parle dans sa langue. Moi, je vais poser une question à mon confrère de Zurich en français, il va me répondre en allemand, puis je vais lui retourner mon commentaire en français. Très intéressant. Donc ça oblige déjà... Il y a déjà un respect des minorités. Ce ne serait pas « Ah, t'es dans mon canton, parle français. T'es dans mon canton, parle allemand. » Il n'y a pas ce genre de... Non, ça c'est au niveau... Après, on a ce qu'on appelle la territorialité des langues au niveau de... c'est-à-dire un endroit, une langue. Okay. Je ne vais pas pouvoir demander un service en allemand à Sion où j'habitais. Oui. Comme si je vais à Zurich, je ne peux pas demander... Chacun... Un territoire, une langue. Je prenais l'exemple, souvent c'était assez drôle. Si je voulais aller au bureau de poste dans ma langue, il y a certains endroits où on est proche de la frontière, mais tu traverses la rue si tu le veux en allemand, parce que de l'autre côté c'est l'allemand, mais ici c'est le français. Okay. Voilà. Puis ça marche comme ça. Ça marche comme ça. Ouais. J'ai une petite question. Ce qui est très important dans la démocratie directe, puis dans la vraie démocratie, c'est le système bancaire. Parlez-nous un peu de la Banque centrale. Votre argent, je pense que c'est important pour nos auditeurs. Expliquez-nous ça. Oui. Oui, alors... Banque centrale, chez nous ça s'appelle la Banque nationale, qui est une institution qui a fondé le franc suisse en 1905. 1905. Si même, je peux me tromper d'une année, mais c'est 1905. Et cette banque appartient au canton. C'est pas une banque privée, hein? Ça appartient au canton. Parce qu'on a toutes les banques suisses, les banques privées. Il y a une imagerie que j'ai découverte en partant, mais ça, on ne viendra pas sur le débat, pas compliqué. Mais pour le système financier, donc la Banque centrale appartient au canton. Et ces bénéfices sont redistribués au canton. Voilà. Ce qui fait que beaucoup de cantons, quelques cantons, ont établi dans leur constitution, parce que chaque canton a sa constitution, l'interdiction de faire des dettes. Au niveau, on ne peut pas présenter un budget déficitaire. Je prends le cas de mon canton. On a reçu, début des années 2000 à peu près, la Banque nationale suisse avait des réserves d'or assez grandes parce que avec le temps, on a vendu une partie de ces réserves. Ça a couvert la dette de mon canton. Par exemple, on a mis les comptes à zéro. Oui. Et depuis ce moment-là, on a émis une loi qui... Ici, je vais quand même vous interrompre. C'est très intéressant. Vous nous dites que le fait de vendre ces actifs-là, on fait en sorte qu'on a redistribué le fruit de la vente au canton. Oui, voilà. Puisque la banque appartient au canton. Voilà. Oui, puis en plus, comme vous dites, c'est le peuple qui fait ses lois, ses initiatives, que comme ça, par exemple, on ne peut pas laisser un petit dictat ou un petit dictateur comme Trudeau faire des déficits, parce que le peuple, c'est lui qui paye par la suite. Fait que vous bloquez ça, c'est excellent, tu sais. Oui, alors il y a justement ce mécanisme qui est, j'ai perdu le nom, mais il ne me revient pas, mais qui, dans mon canton, c'est frein aux dépenses et puis aux investissements, je crois, où on n'a pas le droit de présenter un budget déficitaire. Parce que j'ai pas encore tout à fait tout compris ici au Québec. Chez nous, on a le système, c'est qu'en décembre, on présente le budget pour l'année suivante, et au mois de mars, les parlements doivent valider les comptes. Oui. On boucle les comptes à peu près mars-avril. Oui, c'est la fin d'année. Voilà. 31 mars. Et chez nous, non, mais nous, l'année fiscale est comme l'année, c'est 31 décembre. 31 mais décembre. En mois de mars, on les présente. Le rapport du vérificateur avec... Oui, on n'a pas ça. Au fait, c'est le Parlement qui valide. Oui, OK. On étudie tout ça. Et si on se rend compte que là, il y a un déficit, eh bien, on doit le rattraper. OK. Donc, vous pouvez vous résorber l'année suivante. Voilà, il y a une obligation. Alors ça, c'est au niveau fédéral, ça n'existe pas tout à fait comme ça, mais dans beaucoup de cantons, c'est comme ça. Et aussi, l'avantage de la démocratie directe, c'est que, par exemple, quand vous avez des lois, comme nous, on en voit présentement, ben, le gouvernement a peur pour donner un peu, pour faire comprendre à nos auditeurs, a fait des excellentes lois pour, par exemple, les pédophiles, tout ça. Des lois plus sévères, coercitives. M. Trudeau est arrivé, il a fait des lois plus lousses et là, on voit que ça l'a niqué une tête, mais les gens, une fois qu'ils étaient élus, ils peuvent pas rien faire. Puis les journalistes, on le sait, comme Stéphane dit, sont biaisés, puis ils font partie, évidemment, de leur oligarchie, de tout ça. Fait que, mais par exemple, avec la démocratie directe, s'il y a une loi qu'on n'aime pas, comme par exemple, je voyais dans votre feuillet une loi sur la pédophilie, on voulait que les gens, ils votent sur une loi comme de quoi les pédophiles devaient être plus enseignés aux jeunes. Fait qu'automatiquement, les gens peuvent quand même voter pour ça. C'est les gens qui décident. Voilà. Oui, on peut toujours lancer une initiative pour modifier, que ça soit à quelque niveau, que ça soit pour mettre quelque chose de nouveau dans la Constitution, où on n'a pas ce phénomène de lois qui sont faites et défaites, parce que comme elles sont validées par le peuple, soit parce qu'on ne fait rien, soit parce qu'on a fait un référendum, on ne va pas la refaire.
les élections ont lieu chaque 4 ans, mais ça ne change pas le système, ça change juste un tout petit peu la répartition des sièges. Quand si on a un parlement de 200 au Conseil national, donc l'équivalent de la Chambre des communes, quand on a un mouvement de 10 sièges, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses. Parce que le système proportionnel fait que c'est très, très stable. Mais oui, puis ça permet aussi d'avoir un peu les idées de tout le monde. Comme vous dites, c'est proportionnel. Puis on sait qu'ici, par exemple, au Québec, pour donner un exemple pour nos auditeurs comprennent très bien, c'est que si on fait rentrer, puis c'était marqué l'autre jour, il y avait un excellent article dans le journal de Montréal, si on fait rentrer, par exemple, 70 000 immigrants, chaque année, le gouvernement libéral va être encore au pouvoir pendant 40 ans, parce que c'est sûr et certain, on sait qu'ils savent, le Parti libéral, qu'ils vont voter pour eux. Puis comme c'est pas proportionnel, ben, les gens n'ont aucune chance. Fait que vous pouvez pas avoir ce phénomène-là. Non, mais après, il y a autre chose, on n'a pas parlé du tout, mais qu'il y a un autre phénomène, c'est le phénomène de la nationalité et du droit de vote. La Suisse, c'est un des rares pays, un peu où l'Allemagne, je crois, qui est aussi, où on n'a pas c'est pas le droit du sol qui fait fils, c'est ce qu'on appelle le droit du sang. Oui. C'est pas parce que vous naissez en Suisse, c'est pas parce que vous habitez en Suisse que vous êtes suisse. Ah. Vous êtes suisse seulement si vous avez du sang suisse d'un de vos parents. Oh. Donc, excellent. Moi, ici, j'ai pu déposer ma demande de citoyenneté parce qu'on peut avoir la double nationalité. Après 5 ans de présence, je peux déposer ma demande. En Suisse, ça marche pas comme ça. Okay. Donc, les immigrants vont... on a voté dernièrement pour faciliter la naturalisation des jeunes de la 3e génération. Ce qui veut dire que c'est leurs grands-parents qui ont immigré en Suisse. Oui. Leurs parents sont nés en Suisse, eux sont nés en Suisse. Oh. Et puis, on ne veut pas leur donner le vote automatique. On a accepté de faciliter un peu les démarches. C'est ce qu'on appelle du conservatisme. Oui, alors ça, voilà. Donc, on n'a pas cette influence de la sagesse du peuple, comme disait Robert Bourassa. Robert Bourassa, ça c'est une autre histoire. Je suis fasciné par la neutralité suisse. On parle de démocratie directe, mais une autre caractéristique des Suisses, c'est la fameuse neutralité. Vous êtes entré à l'ONU seulement en 2002. Oui. Après, donc vous êtes très conservateur. Puis oui, parce que c'est de nouveau le peuple qui a dû voter. Oui. Donc je me rappelle des débats qui étaient surtout basés sur le fait que on devait être hors un peu de tous les systèmes parce qu'on a cette tradition depuis la fin du 19e siècle avec la création de la Croix-Rouge, oui, d'être un endroit où les différents partis en conflit dans le monde peuvent venir discuter. Mm-hmm. Chez nous, la Croix-Rouge a aussi été après pour le système médical qui est basé, souvent on confond le drapeau suisse puis la Croix-Rouge. Oui. Qui sont juste l'inverse. L'inverse, c'est ça. Ouais, l'un sur l'autre. Mais on a cette habitude de ne pas se mêler des affaires des autres. C'est un peu la volonté qui souvent est mal comprise parce qu'on s'est rendu compte à travers le temps qu'il fallait un endroit où les différentes parties en conflit puissent venir négocier. Et c'était un peu ça. Et le débat pour entrer à l'ONU était un peu là-dessus, entre ceux qui disaient mais de toute façon tout le monde y est, donc on va pas être différent. Oui. Puis ceux qui voulaient garder vous étiez sur des comités plein d'observateurs. Oui, on avait un statut d'observateur à l'ONU, puis on faisait partie de plein de sous-organismes de l'ONU. Puisque le siège européen de l'ONU est à Genève, est en Suisse. J'aimerais poser une question. Il reste une minute. L'Europe, vous avez pas assez proche entré dans l'Union européenne. Il y a eu des discussions en 92. Est-ce que vous regrettez d'être toujours dans le fond unique en Europe? Moi, j'ai débuté en politique. Ça a été dimanche noir, comme l'a annoncé le Conseil fédéral. J'ai presque pleuré le soir de la défaite, puisqu'on a dit non. Plus de 20 ans après, je suis très heureux. Est-ce que vous êtes d'accord avec une phrase d'un dénommé Étienne Chouard qui dit que c'est une dictature fasciste, l'Europe, présentement? Ouais, c'est peut-être un peu extrême, mais c'est une dictature bureaucratique. Ouais. Après, je ne mettrai pas les tendances, mais ça veut dire qu'on est coupé encore plus du citoyen que... C'est plus le citoyen qui décide, là. Non, là, c'est la bureaucratie. Je suis même pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui décide vraiment. On ne sait plus, c'est la machine qui a pris le dessus. OK. Donc, vous regrettez pas, dans le fond, la décision du peuple. Non, j'étais très content. Le peuple a toujours raison. Ça, c'est sûr et certain. Ah, écoute, ça a été une super entrevue. Je pense qu'on a fait le tour, honnêtement, de pas mal tous nos sujets. Mais je pense que je vais vous réinviter pour encore faire un autre bout, puis on va ouvrir d'autres choses. Votre grande générosité. Merci à vous de l'accueil. C'est toujours... ben oui. C'est la preuve que le Québec est vraiment gentil. Je vais pouvoir dire à mes compatriotes suisses que c'est... Vous êtes un excellent
t'enseignais. C'était très clair. Je pense que les auditeurs ont compris. Puis on a fait le tour. Puis écoute, je te remercie, Stéphane. Merci, mon Puis cher. on va s'en reprendre à l'automne. Merci beaucoup. Fait que sur ça, à la prochaine. Bonne semaine, ouais. À la prochaine.